Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à la rencontre périodique entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les partis politiques pour échanger sur le processus électoral en cours. Cette rencontre à laquelle l'opposition politique a encore une fois brillé par son absence vise à rassurer les différents acteurs sur le bon déroulement du processus. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. L'état de lieu du processus électoral en cours dans le pays était au centre de la présente rencontre entre l'institution en charge des élections et les formations politiques de la place, hormis celle de l'opposition. À l'entame de ces échanges, le premier responsable de la CENI a tenu à entretenir l'assistance sur la mise en place effective de l'ensemble de ces démembrements sur l'étendue du territoire national avant d'évoquer l'aspect matériel. Il faut dire que les matériels lourds ou sensibles, il faut signaler que leur arrivée est déjà enregistrée depuis le mercredi 4 novembre 2020 et que la première cargaison suivie d'un deuxième vol le vendredi 6 novembre 2020 à Niamey, composé de 25 000 urnes. Le prochain vol qui arrivera dans les jours tout proches acheminera sur Niamey les 630 000 enveloppes inviolables, 85 000 tubes d'encre sèche et indélébile. Relativement aux cartes d'électeurs, leur tirage est terminé. Leur distribution est achevée pour l'ensemble des régions. La plupart des communes ont commencé la distribution de ces cartes d'électeurs. Certains citoyens sont déjà en possession des leurs. Pour cette répartition, 16 camions répartis sur 16 axes ont transporté ces documents du hub central de Niamey vers les 266 communes à l'intérieur du pays. L'opération de mise en place de ces cartes sera bouclée dans les prochaines 24 heures et leur distribution se poursuivra sans heure. S'en sont suivis des échanges fructueux au cours desquels les uns ont axé leur intervention sur des questions d'éclaircissement relatives au processus électoral et les autres des contributions pour son bon déroulement. En marge de ces conclaves, quelques représentants des partis politiques n'ont pas manqué de donner leur appréciation sur ce processus. Ces rencontres permettent à tous les partis d'être au même niveau d'information que qui sont présents ou ceux qui ne sont pas présents. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, vraiment vous me donnez l'occasion vraiment de féliciter la CENI. Ce n'est pas de la démagogie. Moi j'ai été membre de la CENI et quand je regarde le travail qu'ils ont eu à accomplir, ils sont réellement à féliciter. Parce que notre pays est vaste. Quand je regarde les 15 000 villages qu'il y a et dans ces 15 000 villages, on a envoyé des agents d'enrôleurs, on a envoyé des forces de défense et de sécurité pour sécuriser les centres d'enrôlement et de vote. J'ai dit bravo à la CENI. Beaucoup ne pensaient pas qu'aujourd'hui nous serons à ce niveau en train de distribuer les cartes. Et dans la vie, on peut le dire, rien n'est parfait. Il y a des erreurs, ça ne manque pas. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais quand même, on fait avec et on essaye en évoluant d'arranger et de faire ce qu'il faut faire. Et voilà. Et d'autres choses, vraiment, on va les mettre dans notre compte des expériences. Puisqu'on ne peut pas dire d'emblée que ça ne va pas ou on n'est pas satisfait. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, on est satisfait, mais il y a des points aussi que nous demandons la mesure du possible qu'on puisse encore arranger. Et nous sommes ensemble pour que vraiment cet arrangement ou bien pour qu'on puisse aller vraiment de l'avant par rapport à ces processus. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a permis aux participants d'être au parfum du processus électoral en cours dans le pays. Un processus pour lequel la CENI demande à tous les acteurs d'œuvrer pour une tenue des élections libres, transparentes et apaisées.
Depuis hier mardi, des correspondances du président de la Cour d'appel de Niamey et de l'avocat de Hama Amadou circulent sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, dans l'après-midi, au cours d'un point de presse, l'avocat de Hama Amadou a exprimé son indignation suite à la publication de ces correspondances. Maître Daouda Samna réaffirme que sa requête reste toujours sur le bureau de la Cour d'appel. On l'écoute avant de le retrouver en partie magazine. La Cour de cassation dit qu'en raison de la peine encourue pour le délit, 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, le prévenu ne peut en l'espèce, même par application des dispositions de l'article 398 du Code de procédure pénale, être jugé en son absence et partant être représenté par un avocat. Que M. Ablaye, ayant été défaillant tout au long de la procédure et les conditions de représentation n'étant pas réunies, son conseil n'a pas qualité pour exercer un recours en son nom, tant en première instance, par voie d'opposition, qu'en appel, que par devant la Cour de cassation. Alors, ce qui est possible pour les autres, pourquoi n'est-il pas possible pour Hama Amadou? J'ai dit en plus, donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que nous avons eu à faire l'opposition qu'on nous réponde par une lettre. Pour moi, la lettre est irrévérenciable. Je n'ai pas saisi le président de la Cour d'appel. J'ai saisi la Cour d'appel. Hama Amadou a saisi la Cour d'appel d'une opposition en bonne et due forme. Et Hama Amadou attend que la Cour d'appel vide sa saisine par une décision de justice. Pas par une lettre. Pour la requête, pareil, nous attendons que la Cour d'appel vide sa saisine par une décision de justice. On n'a jamais vu, là où on saisit une juridiction, d'une voie de recours, même si elle estime qu'elle est irrecevable ou qu'elle est infondée, et que ce soit par lettre qu'on nous réponde. C'est tout simplement un déni de justice. Tout simplement un déni de justice. Et je considère alors qu'au jour d'aujourd'hui, la Cour d'appel de Niamey est saisie de notre opposition. Que la Cour d'appel de Niamey est saisie de notre requête par rectification. Parce que tant que je n'aurais pas eu de décision en bonne et due forme, tant qu'on n'aurait pas été appelé pour présenter nos arguments devant la barre, on ne peut pas nous dire que la Cour a vidé sa saisine. Donc au jour où je vous parle, l'affaire reste pendante, les deux affaires restent pendantes devant la Cour d'appel. J'ai aussi, à travers la lettre, relevé que on fait grief. Je ne sais pas si c'est à Hama Amadou ou c'est à son avocat, mais si c'est à son avocat, de toutes les façons, je peux dire ceci, que c'est raté. Parce que, en ce qui me concerne, si j'ai pu porter la voix des avocats, de l'ensemble des avocats de mon barreau pendant des années, et porter la voix de l'ensemble des avocats des 17 pays membres de l'OADA, c'est que je suis l'une des dernières voix à pouvoir se résigner face à l'injustice. Donc on ne pourra pas me faire marcher comme ça. Au regard de tout ce que je vois, j'entends plus que jamais continuer à défendre cette cause. Parce que j'ai compris une chose, qu'il y a vraiment des raisons de se battre pour que cette injustice cesse. Je dis ceci aussi. La Cour d'appel de Niamey, et je me permets d'insister, elle est encore saisie de mon opposition, tout comme de ma requête. Et rien ne peut alors, je dis bien rien ne peut alors, s'opposer à la recevabilité de la candidature de Hama Amadou pour les élections présidentielles. Et alors, nous attendons naturellement de la Cour constitutionnelle qu'elle applique le droit. Seulement le droit, mais tout le droit. Maître Daouda Samna, que vous pourrez suivre à la fin de ce journal en partie magazine.
Le comité de sages mis en place par la Commission nationale des droits humains, CNDH, a fait un appel hier à l'endroit de tous les acteurs pour qu'il y ait des élections apaisées au Niger. Un message de paix qui a suscité la réaction des citoyens et du président de la Maison de la Presse dans ce reportage signé Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. À quelques semaines des premiers scrutins au Niger, la situation politique devient de plus en plus tendre avec notamment des déclarations tendant à mettre de l'huile sur le feu. Pour contribuer à apaiser la situation, la Commission nationale des droits humains CNDH a mis en place un comité des sages regroupant plusieurs acteurs. Ce comité a, dans une déclaration rendue publique, appelé les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à l'apaisement et de créer les conditions pour aller aux élections dans les conditions acceptées dans l'intérêt du pays. Un message salué par les citoyens. Nous allons dans un premier temps les remercier pour l'effort fourni de se réunir pour s'adresser à une communauté aveugle, parce que la communauté politique nigérienne est aveugle, parce qu'ils n'ont que celle aujourd'hui réflexion et seule compréhension comment accéder à la magistrature suprême du côté de la majorité et du côté de l'opposition. Vraiment, nous sommes satisfaits donc, par rapport donc, à ce qui vient donc, de débuter ce comité, mais il est clair et net que ce comité doit donc, aller au-delà donc, de ce qu'ils ont eu à faire hier, c'est-à-dire que ce comité ne doit pas être temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pendant l'approche donc, des élections donc, présidentielles ou pendant donc, les activités politiques que ce comité doit se manifester et se montrer intéressé. Non, au-delà même donc, des activités politiques, au-delà des élections, ce comité doit nécessairement être disponible. Le rôle du peuple, c'est de créer les conditions comme vous êtes en train de le faire en tant que presse, de sensibiliser et à travers toujours les populations, c'est d'abord appeler à l'unité, à la solidarité pour créer des élections en tout cas apaisées et aussi des élections libres et transparentes. Un des acteurs clés dans la réussite des échéances électorales, c'est la presse à qui le comité demande d'adopter un comportement responsable dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en matière électorale. La Maison de la Presse profite pour rappeler aux journalistes leur rôle. Le rôle des médias dans ce genre de situation consiste à non seulement traiter les informations, mais à faire en sorte que les élections se passent dans un climat apaisé. Et de faire en sorte d'éviter que certains propos ou bien certaines informations puissent heurter la sensibilité de certaines couches ou bien de porter atteinte à l'unité nationale. Donc notre appel aux journalistes et aux médias, c'est de leur dire qu'en période électorale, le traitement de l'information doit toujours se faire dans le respect de l'éthique et de la déontologie. En plus du comité des sages, un collectif des structures des jeunes a également lancé le même appel à la population et à tous les acteurs à l'apaisement et à bannir tous les comportements visant à troubler l'ordre dans le souci d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes au Niger. Les élections générales de 2020-2021 au Niger s'approchent à pas de géant. Déjà, certains candidats sont en tournée de proximité pour rencontrer leurs militants. Quel doit être le comportement des hommes politiques, des citoyens, mieux de tous les acteurs intervenant dans le processus électoral au Niger pour des élections apaisées? Élément de réponse dans ce reportage signé Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Le Niger est un pays de paix et cela se justifie à travers les rapports sociaux existants entre les Nigériens, une unité qui n'est plus à démontrer. Cependant, à la veille des échéances électorales, les hommes qui animent la scène politique du Niger s'adonnent très souvent à des comportements déplacés, une situation qui risque de créer des troubles sociaux, comme en atteste le sociologue. La ligne rouge, c'est quoi? C'est de créer une situation d'instabilité, c'est de créer une situation de remous sociaux.
qui peut être assez préjudiciable pour l'unité nationale, pour la paix et la cohésion, si cher en tout cas à nos concitoyens, si cher à nos valeurs ancestrales que nous avons su maintenir. Parce que ce pays-là, il ne faut pas l'oublier, est assis sur un ciment de l'unité nationale, un ciment de solidarité, d'acceptation de l'autre en dépit de la différence. Donc je ne peux pas comprendre, j'ai du mal aujourd'hui à comprendre qu'au nom des intérêts politiques, les gens puissent vouloir aller au-delà de cette ligne rouge-là. Parce que l'exemple des pays voisins est assez édifiant. Nos pays voisins aujourd'hui qui ont franchi cette ligne rouge ont du mal à revenir pour instaurer l'État-nation avec la priorité de ses valeurs. Donc, pour véritablement ne pas arriver à ce point, il faut, je pense que nous puissions créer les conditions pour apaiser le climat. À l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest où le mal y est déjà, le Niger, au contraire, peut l'éviter. Les fiefs sont les identités, si vous voulez, des hommes politiques. Et ces fiefs-là sont le plus souvent basés sur des connotations ethniques, sur des connotations régionalistes, sur des connotations qui ne font pas la fierté de la nation nigérienne. Donc il faudrait peut-être la vision que nous avons de ces fiefs-là, ou des leaders qui sont malheureusement identifiés à des ethnies, à des régions, doit être révisée. Pour que ces leaders-là, au-delà du fief, ça c'est normal qu'on ait un fief, mais qu'ils puissent porter les valeurs nobles, les valeurs de la cohésion sociale, de la quiétude. Parce que un leader, il aspire à diriger une nation. Mais lorsque tu arrives dans une nation qui est désunie, tu ne peux pas prospérer. Tu n'auras pas à la diriger. Donc, la première des choses, en termes de priorité, et là, c'est les leaders qui doivent inculquer ça à leurs militants, au-delà de nos intérêts politiques, l'intérêt global, celui de la nation, doit être au devant de tout. Parce que nous aspirons à diriger cette nation. Mais lorsqu'on arrive à une nation déchirée, comment est-ce qu'on peut la diriger? Donc par conséquent, je pense que la démarche de nos hommes politiques et de nos leaders doit être celle-là, celle d'inculquer à nos militants que l'intérêt global, l'intérêt premier doit être celui du Niger avant tout. Le Conseil supérieur de la communication CSC organise depuis ce matin un atelier de formation à l'endroit de ses membres sur le pluralisme en période électorale. L'atelier se tient dans la salle de réunion du restaurant Arc-en-Ciel de Niamey et est financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Aboubakar Souley. La gestion du pluralisme en période électorale, c'est le thème retenu pour ce présent atelier initié par le Conseil supérieur de la communication CSC. Un atelier qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du Conseil supérieur de la communication qui réserve une place de choix dans le renforcement des capacités de ses membres. Le choix du thème, la gestion du pluralisme en période électorale, se justifie amplement par le contexte électoral dans lequel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et ou équitable des candidats, partis politiques ou groupements de partis politiques aux médias publics et d'assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales et régionales, législatives et présidentielles. Car, comme vous le savez, en période électorale, moment par excellence d'importantes activités médiatiques, le CSC a principalement pour rôle de réguler les flux d'informations générés par la communication politique. C'est face à tous ces défis que l'instance de régulation a prévu dans son programme électoral le renforcement des capacités de ses membres en matière de gestion du pluralisme en période électorale à travers l'organisation du présent séminaire. Notre mission de veille, vous conviendrez avec moi, ne saurait être bien accompli si les membres du CSC que vous êtes ne disposent pas de compétences techniques nécessaires et suffisantes pour gérer conséquemment le pluralisme durant une période aussi sensible que celle des élections. Contribuer à l'organisation des élections libres, honnêtes et transparentes dans un climat social et politique apaisé à travers une régulation indépendante, transparente et équitable des médias, tels sont les objectifs visés à travers cette session. De manière plus spécifique, l'atelier vise à outiller les membres et les agents administratifs et techniques du CSC en gestion du pluralisme en période électorale, garantir le pluralisme d'opinion, pérenniser les acquis en matière de régulation des médias,
assurer l'indépendance des moyens de communication, contribuer à la professionnalisation des membres des agents administratifs et techniques du CC. Au cours de cette formation, vous serez outillés sur le rôle de l'instance de régulation des médias dans le processus d'organisation des élections, les modalités de production et de diffusion des messages des partis politiques et des candidats, l'équité de l'accès aux médias des partis politiques et des candidats pendant les élections, le règlement pacifique d'éventuels différends entre les partis politiques et les médias. Le président du Conseil supérieur de la communication invite les participants à des échanges fructueux afin que ces membres du Conseil supérieur de la communication soient bien aguerris pour réguler avec succès la couverture médiatique des campagnes électorales qui vont démarrer bientôt. L'hôtel Noum de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de formation à l'endroit des parlementaires organisé par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Cet atelier se tient sous le thème « Quelle implication des parlementaires dans le suivi des recommandations du Comité des droits de l'homme ?» Le compte-rendu de Nefis Zakou et Chebou Guissou. Suite au suivi des recommandations faites à l'État du Niger lors de son passage au Comité des droits de l'homme de l'ONU, qu'une série d'activités est organisée par le CODE, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, en partenariat avec le centre CCPR, Centre for Civil and Political Rights, dont le présent atelier. L'objectif de cet atelier qui se tient sous le thème « L'implication des parlementaires dans le suivi des recommandations du Comité des droits de l'homme » a été souligné par le coordinateur du CODE dans son intervention. En mars 2009, le Niger a fait son examen périodique sur le pacte international relatif aux droits civils, dont le Niger est parti devant le Comité des droits de l'homme à Genève. À l'issue de cet examen, où les organisations de la société civile du Niger ont soumis un rapport alternatif à celui de l'État du Niger, il y a eu un certain nombre de recommandations qui avaient été faites à l'État du Niger. Et dans le cadre du suivi de ces recommandations, nous avons déjà eu de séries d'activités, dont la première était avec le comité interministériel chargé de rédiger les rapports dus aux organes de traité à l'EPI, et aujourd'hui c'est avec les parlementaires. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences est une occasion pour le coordinateur du Bureau Afrique du CCPR Afrique ainsi que pour le représentant du Comité des droits de l'homme de l'ONU de parler des efforts faits dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Quant au représentant de l'Assemblée nationale, il a salué cette initiative qui vise à faire ressortir les efforts du gouvernement dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Je suis témoin de tous les efforts fournis par le gouvernement à travers le ministère de la Justice, avec lequel nous avons beaucoup travaillé afin que certains textes, je dirais très courageux pour le contexte dans lequel nous sommes, ces textes-là, s'ils ont pu voir le jour, c'est bien grâce à la volonté non seulement du gouvernement, mais des acteurs du ministère de la Justice qui, il faut le rappeler, font de leur mieux pour que cette question soit véritablement prise en charge au niveau de notre pays. Après ces 2 jours de formation à l'endroit des parlementaires, le CODE compte poursuivre ce même exercice avec les autres institutions afin d'atteindre son objectif. 4 formations politiques viennent de marquer leur adhésion au Front patriotique dirigé par le président du MPN Kishinkasa Ibrahim Yakuba, candidat aux élections présidentielles. La signature de cette convention s'est déroulée cet après-midi au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey en présence de nombreux militants. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. À travers cette signature de convention, ces 4 formations politiques marquent ainsi leur adhésion au Front patriotique AFP. Ces nouveaux adhérents se disent déterminés à placer le président du Front, Ibrahim Yakuba, à la tête de la magistrature suprême au prochain scrutin. Je souhaiterais que les gens comprennent que le regroupement, c'est un combat qu'on doit mener, mais un combat légal.
Je vous souhaite alors tous du courage et beaucoup de bonne chance, surtout ceux qui rejoignent actuellement et ceux que nous attendons pour qu'ils nous rejoignent, car le pays nous attend. Il y a suffisamment à faire, il y a beaucoup à faire que de se mettre sur l'arbre à palabres et de s'insulter. Je souhaite bonne chance et bon parcours à tout le monde. Nous faisons confiance au camarade qui a été désigné comme président du Front et nous pensons que nous irons ensemble. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux militants du Front et ceux de la COP 2021, dont le représentant a salué leur détermination. De l'autre côté, ça s'affaiblit et des journées où l'opposition politique se renforce. Je voudrais vraiment saluer le courage de ces formations politiques qui ont accepté avec courage, je le répète, de sortir du buisson et de dire non à ce qui est en train de se passer au Niger aujourd'hui. Le président du Front n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue à ses adhérents pour leur détermination et leur dévotion aux idées du Front pour une victoire certaine au prochain scrutin. Présence à cette cérémonie. Je voudrais également remercier le président Falqué pour le mot qu'il a prononcé à notre égard et les vœux qu'il a formulés pour que les forces du changement se renforcent partout et chaque jour dans notre pays en vue d'aboutir aux vœux des Nigériennes et des Nigériens de reconstruire un pays de paix et de progrès. Je voudrais surtout remercier les présidents des 4 partis qui adhèrent au Front patriotique parce qu'ils ont fait le choix de s'engager à l'opposition et de se battre pour un pays meilleur. Merci beaucoup pour cet engagement. Nous souhaitons que Dieu nous garde ensemble dans ce projet et que nous réalisons les meilleures choses pour notre pays. Avec l'adhésion de PPN Afrikia, PRDD Tashinkasa, RJC Niger, Immatasa et le PNP Fahimta, cela vient augmenter le nombre d'adhérents au Front qui compte désormais une dizaine de partis politiques, ce qui réconforte à plus d'un titre le président de Tashinkasa, Ibrahim Yacouba. Notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à la nationalité nigérienne, un thème développé par Maître Moustapha Amani, avocat à la Cour, vice-président de l'Association des jeunes avocats. Et juste après interviendra l'avocat de Hamma Amadou, Maître Daouda Samna, qui était face à la presse cet après-midi. Très bonne réception. La nationalité, c'est un concept multiforme, relatif à l'appartenance d'une ou d'un groupe de personnes à une nation culturelle ou politique déterminée. C'est la preuve de l'appartenance d'une personne à un État. Au 3 août 1960, lors de la proclamation de son indépendance, le Niger n'avait pas de texte parlant sur la nationalité. Il a fallu presque un an après, le 12 juillet 1961, pour que le Niger adopte la loi numéro 61-26 déterminant la nationalité nigérienne. Cette loi, en son article 1er, dispose que la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité nigérienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Toujours dans cette même loi, le titre 2 traite de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. L'article 7 dispose que Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né. Le deuxième alinéa de ce même article poursuit
est présumé remplir ces deux premières conditions, celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Il peut rapporter la preuve contraire, tout comme le président de la République peut aussi rapporter cette preuve contraire. À la lecture de cette disposition, il ressort clairement que toutes les personnes qui ont une résidence habituelle sur la République du Niger jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumées être nées au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Seule la personne concernée ou le président de la République peut rapporter la preuve du contraire. Pour expliquer, pour dire que, au-delà, à côté de cette présomption, du fait d'avoir ma résidence sur la République, sur le territoire de la République du Niger, eh bien, je vous dis que je ne suis pas né au Niger ou je ne suis pas né d'un ascendant direct qui est lui-même né. Mais en dehors de cette exception, on dit qu'il y a une présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, la lettre et l'esprit de l'article 7 de la loi 61-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne attribue la nationalité au titre de nationalité d'origine à toutes les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger, sauf deux situations. Preuve contraire apportée par l'intéressé ou preuve contraire apportée par le président de la République du Niger. À côté de cette disposition, l'article 8 poursuit en apportant une autre exception pour dire que les enfants nés au Niger qui ont des parents diplomates de nationalité étrangère, eh bien, ou des diplomates ou des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sont exclus dans l'application de l'article 7. Donc, la seule exception prévue par cette loi du 12 juillet 1961 portant sur la nationalité nigérienne est que l'article 7 n'est pas applicable aux enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Toujours dans cette même loi, dans les dispositions transitoires au niveau de l'article 57, vous verrez qu'on dit sont réputés avoir la nationalité nigérienne depuis leur naissance. Les individus qui acquièrent cette nationalité, soit par l'effet automatique de la présente loi, donc la loi où je vous expliquais que tantôt il y a une présomption simple, donc vers la fin on dit qu'il y a une présomption d'acquisition de cette nationalité, soit par les options qu'elle prévoit. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures. En effet, tout enfant né au Niger avant l'adoption de la loi déterminant la nationalité nigérienne du 12 juillet 1961 est réputé avoir la nationalité nigérienne d'origine depuis sa naissance, par l'effet automatique de la présente loi, si ses parents ont une résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger au jour du 12 juillet 1961. Cette loi sur la nationalité, il faut le dire, était applicable jusqu'au 15 octobre 1984, où l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne a été adoptée par notre pays. Et cette ordonnance a abrogé dans ses dispositions finales de manière expresse la loi 61-26 du 12 juillet 1961. L'article 7 qui parlait de l'attribution de la nationalité à titre de nationalité d'origine, maintenant revient l'article 8 dans cette nouvelle loi. Et l'article 8 de cette nouvelle loi, donc de l'ordonnance 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne dispose: un Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Le ministère public et l'intéressé peuvent apporter la preuve du contraire. Vous constaterez avec moi que
la présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né disparaît dans cette disposition. Donc, à partir de l'ordonnance de 84, pour acquérir la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Donc, c'est les deux seules conditions. Il n'y a plus cette présomption d'acquérir cette nationalité à titre de nationalité nigérienne du fait de sa résidence sur le territoire de la République du Niger. Eh bien, vous allez constater que c'est cette loi qui a été modifiée en 88, après modifiée encore, qui est toujours applicable. Mais avec ces conditions, pour obtenir la nationalité à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, en résumé, on peut aisément soutenir que les résidents habituels sur le territoire de la République du Niger jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumés remplir les conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, qui pour rappel sont celles d'être né au Niger et d'être né aussi d'un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même né. Sauf les enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Mais il faut aussi souligner que depuis l'ordonnance 84-33 du 23 août 84 portant code de la nationalité nigérienne, seules les personnes qui sont nées au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né sont considérées comme des Nigériens de nationalité d'origine. Ce même droit est reconnu aussi à l'enfant légitime, né d'un père nigérien, et à l'enfant naturel lorsque le père à l'égard duquel la filiation a été établie est nigérien. Il faudra peut-être juste de passage rappeler que la loi n'étant applicable qu'à partir de sa publication, donc l'ordonnance de 84 ne peut gérer les situations antérieures. Donc avant 1984, il faudra que les gens comprennent que c'était la loi de 61 du 12 juillet 1961 qui était bel et bien applicable. Et cette loi, en son article 7, parlait des conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. Depuis hier, je pense que vous l'avez remarqué, sur les réseaux sociaux, il y a une correspondance du premier président de la Cour d'appel de Niamey qui aurait été adressée à ma personne, ainsi qu'une autre que je lui ai envoyée qui circule sur les réseaux sociaux. Je voudrais déjà, à l'entame de ce point de presse, un peu m'indigner de ce que une correspondance des présidents de la Cour d'appel et de l'avocat que je suis, que des correspondances du président et de l'avocat que je suis, soient en train de circuler au niveau des réseaux sociaux. Parce que si la robe de magistrat, tout comme celle d'avocat, confère des privilèges, c'est parce qu'elle impose aussi à ceux qui les portent la dignité et la responsabilité. Il est inimaginable pour moi, en tant qu'avocat, que de tels courriers soient en train de circuler au niveau des réseaux sociaux. La lettre du 9 novembre du premier président de la Cour d'appel qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas identique à celle qui m'a été adressée. Quand on prend les signatures, on regarde, on va constater qu'elles ne traversent pas les mêmes lettres. Alors je me demande la question, qui a mis ces correspondances dans les réseaux sociaux? Pourquoi et comment?
Donc, j'ai naturellement adressé un courrier aujourd'hui pour m'indigner contre ce fait. Avant d'arriver au niveau de la lettre du 9 novembre 2020 du premier président de la Cour d'appel, je vais me permettre de vous rappeler que mon client Hama Amadou, il a inscrit de lui-même, en ma présence, le 28 octobre, une opposition contre l'arrêt 31 du 13 mars 2017 de la Cour d'appel de Niamey. En droit, l'opposition, c'est quoi son effet? En droit, l'opposition a pour effet de faire en sorte que le jugement frappé d'opposition soit non avenu dans toutes ses dispositions. Dans toutes ses dispositions. Donc l'opposition a vocation à saisir la même juridiction qui a rendu la décision pour que celle-ci puisse la rétracter. Il a formé cette opposition le 28. Il a naturellement demandé au procureur près la République de Tillabéri de lui fournir un casier judiciaire. Celui-ci, le 30 octobre, lui a fourni un casier judiciaire contre lequel nous avons introduit une requête le 5 novembre 2009 par devant la Cour d'appel de Niamey. Pour moi, comme nous l'avons toujours l'habitude de le faire, autant bien l'opposition que la requête, ce sont des procédures que nous faisons, ce sont des procédures normales. Pour moi, j'étais à 1000 lieues de penser que je pouvais recevoir une lettre du premier président de la Cour d'appel dans laquelle celui-ci donne son avis sur l'opposition, mais aussi sur la requête. Je fais remarquer que l'opposition, tout comme la requête à rectification du casier judiciaire, sont deux procédures qui n'ont ni la même base juridique, ni le même fondement, ni la même procédure. Donc on ne peut même pas les joindre pour trancher dans une seule décision, ce n'est pas possible en droit. L'opposition, elle saisit la Cour d'appel elle-même en matière correctionnelle. La requête en rectification, elle se fonde sur l'article 716 du Code de procédure pénale qui dit la rectification est demandée par requête au président du tribunal ou la cour qui a rendu la décision. Le président communique la requête au ministère public et commet, le cas échéant, un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement, ah oui, le jugement est rendu en chambre de conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Et le même texte dit, toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Donc, il s'agissait d'une procédure prévue par la loi. Le président de la Cour d'appel, une fois qu'il reçoit la requête, il la transmet au procureur général. Il commet un rapporteur. Ils font enrôler l'affaire et l'affaire est jugée en chambre de conseil. Et il y a des débats qui se font avant. Donc dans sa lettre, le premier président de la Cour d'appel estime que mon opposition n'a pas de sens. Mais seulement, ce n'est pas à lui de dire qu'elle n'a pas de sens ou qu'elle n'est pas recevable, même si elle n'en avait pas de sens.
C'est la Cour que j'ai saisie. Et seule la Cour peut décider de la recevabilité ou non de ma requête, de mon opposition. Et pour moi, en droit, mon opposition, elle a tout son sens. Et pourquoi? Il vous souviendra que ce dossier, il a été jugé en l'absence de Hama Amadou, qui ne se trouvait même pas au Niger. Il était hors du Niger. Et en la matière, les dispositions de notre code de procédure pénale sont très claires. Elle dit ceci. Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation, la décision en cas de non-coopération du prévenu est rendue par défaut. Comment dès lors peut-on parler de contradictoire? Le fait que l'arrêt considère que c'est un contradictoire, pour moi, ce n'est pas un contradictoire. En plus, quand on prend les dispositions de l'article 398 de notre code de procédure pénale, elle dit ceci. Le prévenu cité pour une infraction passible d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 3 années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé à son absence. Dans ce cas, il est représenté par son conseil. Les avocats que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité de représenter des prévenus devant les tribunaux correctionnels. Il faut la présence du prévenu pour que nous puissions l'assister. La seule exception possible, c'est celle qui est prévue par l'article 398. Et là encore, il faut que l'infraction soit passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 3 ans. Or, pour ce qui est du cas de Hama Amadou, il était poursuivi pour une affaire, entre autres, de faux en écriture publique. Et le faux, pour le faux, il a encouru une peine supérieure aux 3 ans, aux 3 années. Il a encouru jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc il ne pouvait pas être représenté, ni même adresser une correspondance à la Cour. Et je dis ceci, il n'a jamais adressé une correspondance à la Cour pour demander d'être jugé en son absence. Mais comme ça devait intéresser les gens ont considéré tout simplement qu'il était comparant et que c'était un contradictoire. Et je peux vous dire et vous produire aussi des décisions nombreuses rendues par nos juridictions en la matière. Lorsque vous avez des infractions pour lesquelles des prévenus sont poursuivis et que ces infractions sont punies de peine supérieure à 3 ans, j'ai ici des arrêts de la Cour de cassation où de manière très claire, notre Cour de cassation a eu à dire que l'avocat ne peut pas représenter la partie. Voilà cet arrêt, je l'ai. C'est un des arrêts que je peux vous montrer. Cet arrêt est là, c'est un arrêt du 24 juin 2015. Les textes sont restés les mêmes. Et voilà ce que dit la Cour de cassation. La Cour de cassation dit qu'en raison de la peine encourue pour le délit, 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, le prévenu ne peut, en l'espèce, même par application des dispositions de l'article 398 du Code de procédure pénale, être jugé en son absence et partant être représenté par un avocat. Que M. Ablaye ayant été défaillant tout au long de la procédure et les conditions de représentation n'étant pas réunies, son conseil n'a pas qualité pour exercer un recours en son nom, tant en première instance, par voie d'opposition, qu'en appel, que par devant la Cour de cassation. Alors, ce qui est possible pour les autres, pourquoi n'est-il pas possible pour Hama Amadou?
J'ai dit en plus, donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que nous avons eu à faire l'opposition qu'on nous réponde par une lettre. Pour moi, la lettre est nulle et rénovée. Je n'ai pas saisi le président de la Cour d'appel. J'ai saisi la Cour d'appel. Hama Amadou a saisi la Cour d'appel d'une opposition en bonne et due forme. Et Hama Amadou attend que la Cour d'appel vide sa saisine par une décision de justice. Pas par une lettre. Pour la requête, pareil. Nous attendons que la Cour d'appel vide sa saisine par une décision de justice. On n'a jamais vu, là où on saisit une juridiction d'une voie de recours, même si elle estime qu'elle est irrecevable ou qu'elle est infondée, et que ce soit par lettre qu'on nous réponde. C'est tout simplement un déni de justice. C'est tout simplement un déni de justice. Et je considère alors qu'au jour d'aujourd'hui, la Cour d'appel de Niamey est saisie de notre opposition. Que la Cour d'appel de Niamey est saisie de notre requête par rectification. Parce que tant que je n'aurai pas eu de décision en bonne et due forme, tant qu'on n'aurait pas été appelé pour présenter nos arguments devant la barre, on ne peut pas nous dire que la Cour a vidé sa saisine. Donc au jour où je vous parle, l'affaire reste pendante, les deux affaires restent pendantes devant la Cour d'appel. J'ai aussi, à travers la lettre, relevé que on fait grief. Je ne sais pas si c'est à Hama Amadou ou c'est à son avocat, mais si c'est à son avocat, de toutes les façons, je peux dire ceci, que c'est raté. On fait grief à Hama ou à son avocat que le fait d'avoir fait une opposition, que c'est un jeu de discrédit sur l'arrêt de Cour de cassation. Alors, si c'est une menace voilée, on s'est trompé de personne. Parce que, en ce qui me concerne, si j'ai pu porter la voix des avocats, de l'ensemble des avocats de mon barreau pendant des années, et porter la voix de l'ensemble des avocats des 17 pays membres de l'OADA, c'est que je suis l'une des dernières voix à pouvoir se résigner face à l'injustice. Donc on ne pourra pas me faire marcher comme ça. Et partant alors, j'ai dit ceci. Je suis avocat, je suis attaché à mon indépendance et à ma profession. Et j'entends plus que jamais aujourd'hui, au regard de tout ce que je vois, j'entends plus que jamais continuer à défendre cette cause. Parce que j'ai compris une chose, qu'il y a vraiment des raisons de se battre pour que cette injustice cesse. Et je dis ceci aussi, toujours, je dis ceci aussi, la Cour d'appel de Niamey, et je me permets d'insister, elle est encore saisie de mon opposition, tout comme de ma requête. Et rien ne peut alors, je dis bien rien ne peut alors s'opposer à la recevabilité de la candidature de Hama Amadou pour les élections présidentielles. Et alors, nous attendons naturellement de la Cour constitutionnelle qu'elle applique le droit. Seulement le droit, mais tout le droit. Et nous espérons, nous osons espérer qu'à l'image de celle présidée par la présidente Fatih Bazey, dont l'ensemble des Nigériens s'en remémorent encore avec fierté que notre Cour constitutionnelle affirmera son indépendance et son attachement à la loi pour que notre justice puisse en sortir grandie.